tout d'abord, quelques petites précisions techniques avant de commencer vraiment la session qui nous intéresse. Vous aurez remarqué que vous avez un panneau avec des menus à votre droite dans l'outil. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions. Nous essayerons d'y répondre d'ici la fin de la session. Vous pouvez zoomer votre écran si vous le souhaitez. Et alors, quand le séminaire sera terminé, vous aurez aussi une évaluation à remplir. Ça pourrait être sympathique de le faire. N'hésitez pas non plus à partager vos impressions sur Twitter en utilisant le hashtag 24opfringe et en mentionnant le pass, le groupe utilisateur, la communauté data de France et la communauté de développeurs de Montréal. Sans lesquels, d'ailleurs, ces événements n'existeraient pas. Donc, nous allons maintenant passer au vif du sujet et je vais céder la parole à Serge. Alors, bienvenue à cette première session qui traite de la configuration et de l'optimisation SQL Server pour SharePoint. Alors, je vous présente Isabelle Van Kampenhout. Isabelle est SQL Server MVP, basée à Bruxelles. Elle est consultante, speaker, formatrice, donc pour le Chapter Pass. Ensemble, avec Isabelle, nous avons créé une société qui s'appelle ShareQL, dans laquelle on traite à la fois de SharePoint et de SQL. Et Isabelle travaille sur le SQL Server depuis 99, donc depuis quand même pas mal d'années. Absolument. Alors, Serge Lucas, lui, en fait, c'est un MVP SharePoint, puisque dans cette session, nous allons un peu discuter des interactions entre les deux produits. J'ai la chance de collaborer avec lui depuis un certain nombre d'années. Alors, c'est un SharePointer aguerri, puisqu'il travaille sur le produit depuis le début, et donc, il en connaît les moindres recoins. Il y a beaucoup de recoins. Énormément de recoins. Peut-être avant de poursuivre, on pourrait vérifier que tout le monde nous entend bien. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez correctement dans le forum, dans le chat? Voilà. Je pense qu'on aurait déjà vu apparaître une question, hein, si les choses ne se passaient pas correctement. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. Ah. Parfait, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le feedback. Voilà. Pour le retour, puisqu'on est en monde francophone. Oui. Ceci étant la toute première session de la série des 24 séminaires, on est un petit peu en mode essuyage de plâtre, mais tout se passe bien, on est très confiant dans le logiciel. Alors l'agenda, rapide introduction à SharePoint, puis on va passer à l'architecture SharePoint, installation de SharePoint et configuration SQL. Il y a un certain nombre de particularités que les DBA doivent connaître relatifs au moteur de recherche SharePoint. On va rapidement discuter de la BI, des backup restore en SharePoint et de la haute disponibilité et reprise sur incident. Donc voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser quand même. Ce sont des sujets qui ne sont pas nécessairement évidents. Alors, en fait, cette session, elle est née du terrain. C'est-à-dire que en tant que DBA, on est toujours face à des défis quand on a une ferme SharePoint dans les bases de données SQL qu'on doit administrer. D'abord, on est confronté à la multitude de bases de données et je pense que ça va en empirant, Serge. Il y en a à peu près une vingtaine par installation. Il y a au moins une vingtaine par installation. Voilà. Plus, oui. Alors, c'est aussi un produit qui peut créer lui-même automatiquement les bases de données. Donc, comment est-ce qu'en tant que DBA, on va gérer ce genre d'apparition de bases de données? Est-ce qu'il y a une maintenance particulière à apporter? Quelles sont les sécurités qu'on doit donner au niveau SQL? Comment est-ce qu'on gère la croissance? Et quelles sont les interactions qui vont devoir se produire entre le DBA et le SharePointer? Une petite faute dans le titre, Isabelle, c'est une femme SharePoint? C'est un nouvel artefact? Je ne sais pas, je pense que le co-authoring a fait un petit couac. Voilà, le co-authoring SharePoint. Alors ici, dans cette session, on va se focaliser dans justement l'intersection entre SharePoint et SQL Server. Donc on va laisser le superflu de côté. Normalement, c'est uniquement ce qui intéresse les DBA. On va quand même dresser un petit contexte général, mais on va aller directement droit au but.
Rapide historique de SharePoint. Le produit commence en 2001 avec une version qui s'appelle Team Service. Ensuite, 2002, SharePoint, SharePoint Service version 2 et SharePoint Portal Server 2003. C'est la première version écrite en .NET. Mais le succès est arrivé vraiment avec la version 2007, MOS. Et là, Microsoft est devenu le leader de la catégorie dès 2007. 2010, très grosse innovation en SharePoint 2010, notamment avec pas mal de nouveautés dans le monde BI et apparition de SharePoint dans le cloud. 2013, SharePoint 2013, là c'est vraiment l'explosion dans le cloud, dans Office 365. Et récemment, on a la version 2016, qui est toujours aussi dans le cloud, qui est la base du cloud en fait. Le catalogue de services de SharePoint est très vaste, donc on ne va pas entrer dans le détail ici, hein. Ça va du Web Content Management, en passant par le Document Management, l'aspect social, la Self-Service BI, des workflows, du Project Management. On peut créer des applications, il y a un Market Store, on peut créer des portails, donc c'est très 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 vaste, et donc c'est un produit qui est quand même très complexe à gérer. Peut-être juste une petite remarque, c'est que justement par rapport à tous ces services que j'ai constatés chez mes clients, c'est qu'il y a une adoption qui se fait au fur et à mesure, il y a un élargissement de la ferme. Et donc ça veut dire qu'en tant que DBA, c'est un travail qui n'est jamais achevé. Ça ne se configure pas en une seule fois, un SharePoint. Voilà, c'est le charme du produit d'ailleurs. Hein. Absolument, un supplice sans fin. Pour les SharePointers. Alors, qu'est-ce que les DBA doivent retenir de l'architecture SharePoint? Alors, une ferme SharePoint n'est pas isolée. Donc, dans une ferme SharePoint, il y a beaucoup de bases de données. Mais cette ferme n'est pas seule. Il y a à côté de la ferme SharePoint une ferme Office Web App, qui s'appelle d'ailleurs maintenant Office Online Server, même si ça tourne on-prem, en tout cas en 2016. Cette ferme Office Web App n'a pas de database à elle-même, elle exploite les databases de SharePoint. Par contre, si on veut exploiter les workflows de façon dédiée, on a ce qu'on appelle une ferme Workflow Manager, qui possède également un certain nombre de bases de données. Donc il ne faut pas oublier les bases de données adjacentes, donc celles du Workflow Manager. Beaucoup d'installations SharePoint n'utilisent pas le Workflow Manager, en fait. Et ces bases de données, toutes ces bases de données qu'on reçoit, en fait, qu'est-ce qui est derrière exactement? Eh bien, on va entrer dans le détail. Donc dans cette ferme SharePoint, sur le plan architectural, et pour les DBA, donc ici en gris, on représente la ferme SharePoint, et vous voyez qu'il y a une base de données très importante, ici, qu'on appelle la base de données de configuration. Il y en a une pour toute la ferme, c'est un peu le catalogue ou le cerveau de la ferme SharePoint. Si vous la perdez, votre ferme SharePoint est complètement détruite. Donc il faut vraiment prendre soin de cette base de données, on en parlera tout à l'heure. Et dans la ferme SharePoint, on va créer des sites IIS, qui ne sont pas des sites SharePoint, ce sont des sites IIS, et on appelle ça des Web Applications. Donc par exemple ici j'ai 3 Web Applications, et dans ces Web Applications, on va créer, vous pouvez les voir en bleu ici, les Site Collection. Donc ici en bleu, on a des Site Collection dans lesquels se trouvent des sites et des listes. Et en termes de base de données, on peut avoir une base de données pour la Web Application, ou bien une base de données pour chaque Site Collection. Ici en bleu, on voit bien les bases de données, ce qu'on appelle les Content DB, en fait. Donc tout dépend du SLA qu'on veut avoir. Au départ, on aura une base de données pour toute la Web Application, mais après on peut dire, tiens, cette Site Collection est vraiment importante, on va la migrer dans sa propre base de données si nécessaire. Donc ça peut se faire en cours de route. On en reparlera. On en reparlera. Alors à côté de ça, on a les services, qu'on appelle les Service Applications, ici en rouge. Un exemple de service peut-être? Oui, par exemple le service de taxonomie, qu'on appelle le Manage Metadata, donc la taxonomie pour l'entreprise. Par exemple, le service qui sert à la gestion des utilisateurs, du profil des utilisateurs. Donc c'est un autre service. Il y a pas mal d'autres services en fait. En SharePoint. Le search est un service très 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 important, on le verra tout à l'heure, en termes de base de données. Et donc la plupart de ces services ont une ou plusieurs bases de données, au moins pour la configuration du service. Et donc il faut les gérer, ces bases de données-là. Sur le plan logique, dans SharePoint, on a des sites. Ces sites peuvent avoir des sous-sites, donc on peut avoir des milliers de sites en SharePoint. Par exemple, on peut avoir un site d'équipe, un site Team A, dans lequel on peut avoir
3 sous-sites de projet, par exemple. Donc ceci, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon assez classique. Et en jaune, on voit qu'on a des listes SharePoint et le contenu se trouve dans des bases de données. Donc, se trouve dans des listes et l'ensemble se trouve dans les bases de données. Et on retrouve notre site collection, donc qui est l'unité, qui est le conteneur de site en fait. Et la site collection peut être stockée dans une base de données. Donc en bref, si je résume bien, 99,9% ou 99, hein, puisqu'on est de Belgique, du contenu est stocké dans SQL Server. Voilà, en règle générale, on stocke dans SQL Server. On peut éventuellement le mettre à côté en utilisant la technique du RBS que les DBA connaissent. Donc le Remote Blob Storage. Mais dans la majorité des installations, on met tout dans SQL Server. Donc, tout va dans SQL Server et ça marche vraiment très bien. Donc, toute la configuration de la ferme est stockée dans la configuration DB. Je pense qu'on va revenir plus tard dans la session sur comment préserver quelque part cette information. Très important. Très, très important. Le contenu de l'administration centrale, qui est le site le plus important pour le gestionnaire SharePoint, est stocké dans une Content DB. Voilà, une DB de contenu. Pour l'administration centrale, il y en a une. La plupart des services ont au minimum une database. Une database, c'est ce qu'on appelle les databases de services. Et donc, toutes les web applications sont sur au moins une database de contenu. Voilà, une ou plusieurs databases de contenu. Donc tout le contenu, les documents, le contenu des listes, si vous faites des listes de tâches, tout ça est stocké dans SharePoint, dans ces databases de contenu. Très bien. Alors, donc, ça veut dire qu'en gros, une ferme SharePoint aura souvent au moins 20 bases de données pour démarrer. On aura une site collection dans une seule DB. Elle ne peut pas être divisée sur plusieurs DB. Voilà, une site collection ne peut pas se répartir sur plusieurs DB. Elle sera toujours dans une DB. Alors ça, c'est important, évidemment, parce qu'on verra qu'en termes de capacity planning, il va falloir être intelligent. Voilà. Hein, on en reparlera aussi, je crois, un peu plus tard. Et la DB de contenu, elle, peut avoir plusieurs site collections. Oui, par défaut, on peut avoir 2000 site collections. Par défaut. Alors, justement... Voilà, ça c'est déjà un conseil important. Dès que vous voyez que la site collection atteint 100 gigas, on conseille, pour des raisons de performance aussi, de la mettre dans une database complètement dédiée. Alors justement, en concernant les databases dédiées, en tant que DBA, on sait bien qu'il y a une granularité intéressante là pour tout ce qui est sauvegarde et backup. Donc ça peut aussi être un critère de décision, c'est-à-dire de regrouper dans la même base de données de contenu les site collection ou la site collection qui a le même type de RPO, donc d'exigence au niveau du backup. On y reviendra dans la partie RPO. Voilà. Voilà, ça c'est peut-être un détail, mais l'administrateur SharePoint peut contrôler la taille de la DB parce qu'il peut donner un quota pour chaque site collection et il peut spécifier le nombre maximum de site collection qu'on peut avoir. Donc, indirectement, il peut contrôler la taille de la DB. Donc, c'est une information importante à avoir comme DBA parce que vous allez devoir absolument engager le dialogue avec les gens de SharePoint et leur parler de capacity planning. Et donc, cette information-là, savoir que l'administrateur SharePoint peut contrôler cette taille est tout à fait cruciale, Serge. Oui, je confirme. Je rappelle encore, tout ce dont vous avez besoin, vous, les DBA, se trouve dans les slides. En fait. Normalement, vous n'avez pas besoin de plus. Hein, donc, c'est la base de la discussion, avec les SharePointers. Exactement. On m'a dit que... Pas plus, voilà. Alors, on va passer maintenant à la première étape, qui est l'installation de SharePoint et la configuration d'SQL Server. Donc, nous savons bien que le moment où on va installer le serveur va être déterminant pour toute une série de choses et donc ça va être tout à fait important de prendre en compte ces éléments pour que le SharePoint soit performant. Voilà. Ceci, c'est un conseil important. Ce n'est pas obligatoire, mais la latence réseau entre les front-ends de SharePoint, parce que dans une ferme SharePoint, il y a plusieurs rôles et les utilisateurs, eux, sont redirigés sur des machines qu'on appelle les front-ends, les web front-ends. Et la latence réseau entre les web front-ends et le SQL Server ou les SQL Server, on pourrait en avoir plusieurs, doit être de au moins de moins d'un milliseconde pendant 10 minutes avec un taux de succès de 99,9%. Donc il y a des scripts qui permettent de vérifier cela. Donc ça c'est
un conseil important, et donc en fait le DBA et l'administrateur SharePoint vont discuter entre eux pour vérifier que ça se passe bien. C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Ils vont surtout discuter avec l'équipe réseau, je pense. Avec l'équipe réseau, oui. Hein, on a vu des choses assez amusantes. On a vu des choses percutantes. Voilà. Alors, un autre élément dans l'installation, c'est comment est-ce qu'on va choisir ou préparer nos instances SQL Server. Donc, ici, si vous travaillez, on va partir du principe que si demain vous installez un SharePoint, on vous souhaite d'installer un SharePoint 2016. Voilà. Donc, ça va nécessiter un SQL 2014 ou 2016. Oui, le 2012 n'est pas supporté par SharePoint 2016. Voilà. Alors, une petite remarque importante, la collation. Donc, ça aussi, on sait bien, quand on installe le service SQL, la collation est déterminante. Toutes les DB que SharePoint va créer auront cette collation-là. Donc, le Latin One, général, case insensitive, accent sensitive, cana sensitive, with sensitive, qui sont pour les caractères asiatiques. Toutes ces DB créées par SharePoint seront sur cette collection. Mettez votre serveur sur cette collection également. Dès le départ. Souvent, on oublie. Hein. Donc, voilà. C'est un petit piège. Vous devez aussi placer l'option de degré de parallélisme à 1 au niveau du serveur. On y reviendra dans un des slides. On y reviendra. Une chose aussi qui est très importante, c'est que, on en reparlera tout à l'heure, mais si jamais vous utilisez des groupes de disponibilité, avec donc plusieurs instances de SQL Server, j'ai remarqué que souvent, on oublie de mettre le max DOP à 1 dans les autres instances, en fait. Donc, l'instance principale, vous installez SharePoint, c'est obligatoire. Si vous ne l'avez pas, il vous donne un message d'erreur. Mais dans les instances de haute disponibilité, on oublie de le faire et SharePoint fonctionnera quand même. Donc, n'oubliez pas de vérifier ça partout. Absolument. Alors, ensuite, il va y avoir un choix stratégique à faire. Ça va un petit peu dépendre de la composition de vos équipes, bien entendu. C'est-à-dire, il va falloir choisir qui va créer les databases. Est-ce qu'on va laisser SharePoint et l'administrateur de SharePoint donc le faire? Ça va se faire via PowerShell ou via le Central Administration. Ou soit ça peut être le DBA qui crée au préalable les databases et SharePoint ira se connecter dessus, Serge. Voilà, encore une fois, il n'y a pas de bonne pratique. C'est soit le DBA, soit le SharePointer. Le tout, c'est que tout soit bien documenté. Et surtout, le tout, c'est d'éviter le Configuration Wizard. Ça, on ne le dira jamais assez comme DBA. Vous avez sûrement déjà vu ces DB qui se terminent avec des suffixes sous forme de GUID et qui sont évidemment tout à fait épouvantables pour tous nos scripts de maintenance, pour la visualisation. C'est bien pour des machines pour développeurs, mais c'est pas bien pour les instances de test, du AT et encore moins de production. Alors aussi, quand on installe SQL Server, à titre personnel, moi je installe SQL Server dans des instances qui sont nommées. Par exemple, moi je les nomme SharePoint, comme ça, quand le DBA voit la liste des instances, il sait lesquelles sont liées à SharePoint et lesquelles ne le sont pas. Bon, c'est pas obligatoire. On les reconnaît vite. On les reconnaît vite à cause du nombre de bases de données. Toujours, et ça c'est vraiment important, définir un alias. Alors on peut mettre l'alias évidemment sur chacune des machines, avec client CFG, c'est ça par exemple, hein? Cliconf, voilà. C'est mieux ça. ou alors, on peut, évidemment, c'est la bonne pratique, faire pointer l'alias dans le DNS, définir l'alias au niveau du DNS, qui est la bonne pratique, évidemment. Bien sûr. Ça, on ne doit pas le changer dans toutes les machines. Et bien entendu, le compte du service du serveur SQL lui-même devra être un compte de domaine, mais ça, je pense que ça fait partie de vos pratiques usuelles. Donc, comme on le disait, on peut éventuellement déjà pré-créer et pré-stager les données, oui. Les bases de données, pardon. Alors, ce qui est important, c'est qu'on va demander à l'administrateur SharePoint quel est le compte de setup. Donc, ils ont un compte particulier qui sert à leur installation et ce compte doit absolument avoir des droits. Et ces droits ne sont pas sysadmin. Vous pouvez donner sysadmin, mais vous pouvez vous contenter de donner les droits suivants. Il doit avoir un droit de security admin au niveau du serveur parce qu'il va donner et créer des logins sur le serveur SQL. Il doit avoir un DB creator puisqu'il va créer des bases de données et il devra avoir aussi la propriété des bases de données qui sont impactées par PowerShell. Voilà. Si jamais par la suite le DBA SharePoint utilise PowerShell et des instructions PowerShell qui modifient les bases de données, eh bien,
dans ce cas-là, ce qu'on doit avoir la permission DB Owner, en fait, sur ces bases de données-là. Voilà, il y a pas mal de bases de données, donc je vous recommande d'aller sur le TechNet pour avoir la liste des bases de données, leurs descriptifs respectifs, en fait. Voilà. On va essayer de vous donner un maximum d'informations ici. Il faut savoir que toute cette information existe. Bon, elle n'est pas toujours évidente à trouver, mais on vous met des liens. Voilà. Donc, on avait déjà parlé des alias, hein, ici, oui, je pense. La seule chose qu'on n'avait pas encore mentionnée, c'est que si vous travaillez avec des groupes de disponibilité, évidemment, cet alias pointera vers le listener à ce moment-là. Voilà. Et on peut avoir plusieurs alias, évidemment. Alors, comment ça se déroule l'installation de SharePoint une fois qu'SQL est prêt? Il y a plein de possibilités d'installation. On remarque en règle générale que les SharePointers utilisent un utilitaire qui s'appelle AutoSP Installer, qui est un utilitaire gratuit, dans lequel on va définir la configuration que l'on désire, et puis derrière, il génère du PowerShell. Et ça se passe assez bien. Il y a des tas d'autres méthodes, mais c'est toujours du PowerShell, en fait, hein, en règle générale. Enfin, dans la majorité des cas, c'est le PowerShell, c'est pas le Wizard, sauf pour encore des instances de test. Donc, on peut retrouver cet outil sur Codeplex. Il y a une version avec une interface graphique qui s'appelle AutoSP Installer GUI aussi, qui est pas mal. Le plus important pour le DBA, c'est de savoir que, in fine, on va générer un fichier XML avec toutes les informations, y compris le nom de toutes les bases de données. Et donc ça peut intéresser le DBA, évidemment, enfin ça doit l'intéresser. Et je conseille d'abord, premièrement, de vérifier que dans ce fichier XML, on utilise bien l'alias, ou les alias, il y a plusieurs listeners. En fait. Donc ici, on a manifestement un point de contrôle. Donc, n'hésitez pas à parler de cet outil, parce qu'on peut trouver des SharePointers qui ne le connaissent pas, parce qu'ils sont débutants ou autres, et franchement, ce sera d'une grande aide. Il y a d'autres PowerShell aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais pas le Wizard. Pas le Wizard, s'il vous plaît. Alors, quelque chose de très important aussi, on a l'habitude, c'est de spécifier les limites de la mémoire. Et comme on va installer SharePoint sur un SQL Server dédié, on ne l'a même pas mentionné, mais c'est une évidence. Hein, donc, on ne met rien d'autre. On l'avait mis dans les slides, mais je pense qu'on a eu une perte de documentation mise à jour, mais c'est dédié. On ne partage pas SharePoint, les SQL de SharePoint avec une autre application. D'accord. Donc, on va donner un minimum et un maximum qu'on va faire correspondre, parce que de toute façon, on ne va pas s'embarrasser de précautions. On donne directement toute la mémoire nécessaire au serveur SQL et on en préserve à peu près 4 gigas ou 10%, c'est selon pour l'operating system. Voilà. Alors, le degré de parallélisme, quand vous installez SharePoint, c'est devenu maintenant une obligation. Donc, l'installation refusera d'utiliser votre serveur SQL si cette option n'est pas activée. Donc, par défaut, le degré de parallélisme est complètement ouvert sur un serveur SQL. Ici, on va le placer à 1. Alors, en fait, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Eh bien, si on imagine une vieille dame qui va faire les courses au supermarché, si les caisses sont vos processeurs, si le parallélisme est complètement ouvert, sans limitation, elle va pouvoir placer ses courses à toutes les caisses en même temps et elle va bloquer toutes les caisses jusqu'à ce que ces courses soient payées. Tandis que si on met le parallélisme à 1, elle va utiliser une seule caisse et les autres caisses sont libres pendant ce temps pour les autres connexions, les autres sessions. Et comme SharePoint est extrêmement multi-utilisateur, cette option est tout à fait vitale. J'aime beaucoup cette image, Isabelle. Maintenant, il faut voir si ça marche avec les courses online. Bon, je vais sortir. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, autre chose aussi de tout à fait crucial dont on a l'habitude dans le monde SQL, c'est le placement des fichiers. Alors, pour SharePoint, c'est pas compliqué. Au niveau des priorités, c'est-à-dire de votre disque le plus rapide, si vous avez du Fusion.io par exemple, du SSD, ou à discuter avec les gens du SAN qui vous diront, mais de toute façon, ça se met automatiquement dans la zone la plus rapide quand ça demande, mais soit. On ne les croit pas. Voilà. Donc, tout ce qui est transaction log, file et données de la TMDB, donc la TMDB sur le disque le plus rapide, ça c'est une évidence. Tout ce qui est fichier de transaction log aussi va demander quelque chose de rapide. Et ensuite, par ordre de priorité, on va avoir les fichiers data de la DB de search, on reviendra sur cette database, et
enfin, à la toute fin, on a les fichiers data des databases de contenu qui sont les moins exigeants. On va revenir avec plus d'informations sur les exigences en termes d'IOPS. Alors, à nouveau, il est toujours intéressant de splitter pour les databases exigeantes, de splitter les data files sur plusieurs fichiers, tout simplement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contention au niveau de la première page du fichier. Donc, c'est un principe qui est connu, on ne va pas s'attarder. Ceci est très, très, très important. Donc, s'il y avait peut-être un slide à retenir, je prendrais celui-ci. C'est au niveau des performances, les demandes, les requirements en IOPS pour chaque type de base de données en SharePoint. Alors, on ne soulignera jamais assez le capacity planning et il y a des tas de gens qui n'en font pas. On fait régulièrement des audits de ferme SharePoint et on a constaté qu'un des talons d'Achille était justement les latences au niveau du disque. Hein. Quand on prend, quand on prend des traces, c'est ce qu'on constate. Et il y a pourtant des valeurs qui existent sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire notre capacity planning. Donc, quelle va être la consommation en I/O par seconde pour nos différents types de databases? Pour la TMDB, par gigabyte, vous aurez besoin de 2 IOPS. Alors, l'IOPS, c'est bien, c'est le mot que les gens du SAN comprennent. C'est là-dessus dont il faut discuter. Ne discutez pas modèle de disque avec eux, ne discutez pas fibre, parlez juste d'IOPS. Calculez les IOPS dont vous aurez besoin et vous leur dites ensuite, voilà, il me faut 6000 IOPS pour ma ferme SharePoint, est-ce que tu peux me le garantir? Donc ici, on va trouver que pour les ContentDB, ça va varier d'un demi à 3/4 d'IOPS par giga. Pour le Transaction Log, on est comme pour la TMDB. Alors pour le crawl, c'est particulier puisque là, on va demander si on souhaite pouvoir crawler un document par seconde. Le crawl, c'est pour la recherche. Hein, donc voilà, hein, l'indexation pour faire la recherche plein texte des documents. Pour crawler un document par seconde, ça coûte 10 IOPS. Donc, à vous de faire ensuite vos mathématiques. Si vous avez 1 million de documents. Alors, une fois que le crawl est fait et qu'on fait une recherche, hein, à ce moment-là, on a un coût de 10 IOPS par million d'items dans l'index de recherche. Voilà. Le recovery model, Serge. C'est pour toi peut-être Isabelle, puisque tu es la DBA. Alors, on a l'habitude d'adapter notre recovery model à 2 éléments. Le premier, c'est la fréquence à laquelle on va prendre des backups. Et le deuxième, c'est le fait qu'il soit éventuellement dans des groupes de disponibilité ou qu'on fasse du log shipping, etc. Alors, ce qu'on conseille, c'est qu'on peut placer la database modèle en full si on a l'intention d'avoir un RPO assez court sur nos bases de données de contenu parce qu'elles vont s'inspirer de la modèle DB. Pour la TMDB, on est toujours en simple, on ne peut pas le changer. Et pour les databases SharePoint, qu'est-ce qu'on va choisir comme modèle de recovery? Donc, du full pour vos codes DB. Pour tout ce qui est config, c'est du simple. Et ça dépend pour les services. Pour les services, il faut aller dans le TechNet. Et là, ils vous décrivent service par service ce qui est nécessaire. Par contre, si maintenant, effectivement, vous utilisez des groupes de disponibilité, tout ce qui va dans les groupes doit être mis à full. Full. C'est mis dans le slide, je pense. Exactement. Voilà. C'était le clic qui manquait. Alors, au niveau de la taille des DB de contenu, donc on vous l'a dit, il faut faire un plan capacité obligatoire. Il y a des formules qui existent. Il y a des formules. Allez dans le TechNet pour comprendre ces formules-là. Mais bon, il y a quand même quelques bonnes pratiques qui sont que pour les bases données de contenu, évitez d'avoir des bases données qui sont supérieures à 200 gigas. Non pas qu'on ne peut pas aller au-delà, on peut aller jusqu'à 4 terabytes, tout dépend des IOPS dont vous disposez. Mais pour des raisons opérationnelles, faire un backup et surtout faire un restore d'une base de données de plus de 200 gigas, bonne chance. Hein. Donc voilà. Donc gardez quand même vos bases de données gérables. Voilà, en tant que DBA, on ne peut qu'approuver évidemment cette recommandation. En parlant du backup, on sait bien que c'est le restore qui est important. Alors aussi, très important, c'est on peut avoir une base de données par site collection, ou on peut grouper plusieurs site collections dans une base de données. Donc tout dépend du SLA qu'on doit respecter. Et donc là, le SharePointer doit vous apporter l'information. Donc pour chaque collection de sites, on doit pouvoir définir un SLA. Et en fonction de ça,
le DBA peut définir le RPO ou le RTO nécessaire en fait. Et vous voyez donc qu'il y a déjà toute une réflexion à avoir avant même de créer les bases de données. Exactement. Exactement. Comme ça devrait être ça peut changer en cours de route, hein, ça vit, hein, une ferme SharePoint, donc ça bouge. Hein, donc, bien sûr. Alors, concernant la maintenance, donc on a notre petite tâche hebdomadaire qui est bien entendu de faire le check DB. Je pense que ça va continuer à être fait par le DBA, mais il faut faire attention que l'usage du check repair rebuild n'est pas nécessairement autorisé. Si vous faites le repair rebuild allow data loss, vous pouvez mettre la ferme SharePoint par terre. Ça semble assez évident. Je pense qu'aucun DBA n'a envie de toute façon d'utiliser cette instruction sans crainte. Voilà. Moi, je remarque que dans les installations SharePoint, le DBCC check DB se fait rarement, alors que c'est gratuit en fait. Je veux dire. C'est comme se brosser les dents. C'est comme se brosser les dents. On peut l'ignorer pendant quelques semaines, quelques mois, mais au bout d'un moment... Voilà. Le problème, c'est si vous perdez, si votre base de données de configuration est corrompue, vous perdez votre ferme. Parce qu'on va voir qu'on ne peut pas faire de backup de la base de données de configuration. Oui. Donc voilà. Donc je vous conseille quand même de surveiller son état régulièrement. La suite dans quelques instants. Ça m'est arrivé. Hein, alors par contre, pour les index, qui fait le rebuild? C'est moi ou c'est toi? Alors là, c'est moi. En fait, au niveau de la maintenance des bases de données SharePoint, c'est assez facile parce qu'on a en SharePoint des jobs qui tournent, qui sont des jobs quotidiens. Il y en a deux. Il y en a un premier qui vérifie si les index ne sont pas trop fragmentés. Donc ce job vérifie si on a une fragmentation de plus de 30% et si on a beaucoup d'enregistrements. Donc beaucoup, ça veut dire plus de 10 000 enregistrements. Et à ce moment-là, il défragmente les index pour vous. Donc ce travail de DBA ne doit pas être fait dans une ferme SharePoint. Et l'autre job, c'est le suivant, c'est qu'il vérifie si les statistiques des index est toujours bien à jour ou réaliste, disons. Donc, et on va en profiter pour ajouter que justement, on conseille de mettre la création automatique des statistiques à off, parce que justement, c'est SharePoint qui va gérer cet aspect-là. Voilà. Et ça se passe bien, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Hein. On ne va pas vous faire la liste. Faire la liste, mais il y a vraiment beaucoup de choses. En gros, on ne peut pas changer ce qui est dans la structure de la base de données. Voilà. Hein, donc, touchez pas à ça. Exactement. Vous touchez, vous perdez le support de Microsoft. On est là seulement pour s'occuper de l'extérieur, mais c'est une maison dans laquelle on ne rentre pas. Oui. On fait le jardin. Il y a une petite exception qui est ce qu'on appelle la base de données de logging. Celle-là, on peut rajouter des colonnes, etc. si nécessaire. C'est la seule. C'est documenté. Mais c'est bon à savoir. Alors, le moteur de recherche peut consommer pas mal de ressources en SharePoint et peut mettre beaucoup de pression sur vos bases de données. Le moteur de recherche, depuis SharePoint 2013, et y compris en SharePoint 2016, est très complexe, très puissant. C'est d'ailleurs une des grosses fonctionnalités de SharePoint, c'est le moteur de recherche, qui est beaucoup plus puissant que le Google d'entreprise. Il y a beaucoup de composants. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des bases de données qui sont associées. Vous voyez, le crawl database, database analytics, database d'administration du moteur de recherche, links database. Donc, il y a des pressions sur toutes ces databases. Et on peut même avoir plusieurs databases de crawl. Donc, la database qui a le plus de pression, c'est la database de crawl. Et on peut éventuellement répartir cette base de données ou dédoubler cette base de données, en fait. Hein. Donc, on peut avoir un crawler qui travaille sur des bases de données distribuées. C'est assez rare, je dois admettre, mais ça peut arriver. Est-ce qu'on peut aussi décider d'avoir un serveur SQL séparé, si c'est trop exigeant? Techniquement, on peut avoir un serveur SQL séparé. Et ce que j'ai déjà vu, ce sont des fermes SharePoint dédiées à la recherche, avec un SLA spécifique, par une équipe spécifique qui la gère. Un mini Google. Un mini Google, oui, tout à fait. Ça arrive. Donc ici, sur ce slide, on vous a donné les IOPS nécessaires à la database, aux databases de recherche. Hein. Vous voyez que la crawl database est celle qui nécessite le plus d'IOPS. On en a déjà parlé tout à l'heure. Il y en a d'autres aussi. Oui, je voudrais quand même rajouter ceci, c'est que on peut utiliser le SQL Server Resource Governor. Oui, Hein. absolument. Donc, on n'utilise pas beaucoup ça, je vois pas ça souvent. C'est un utilitaire qui est là depuis SQL Server 2008 entreprise, je pense, qui permet de diminuer l'activité CPU ou mémoire
ou même IOPS, sur certaines bases de données. Donc par exemple, sur la CRO Database, on pourrait demander au Resource Governor d'y aller mollo, si je peux m'exprimer ainsi, pendant la journée, mais de lâcher toute la puissance en dehors des heures de travail. Donc c'est possible. Absolument. Concernant la BI, ça c'est un chapitre aussi qui est très 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 intéressant, très important. On en est où aujourd'hui dans la BI SharePoint? Alors, dans le BI SharePoint, c'est surtout des composants legacy, parce que toute la BI se développe dans la Power BI. Donc on a une session à ce sujet, mais pas dans ce cadre-ci, mais dans lequel on conseille aux gens de faire de la BI dans la Power BI. Néanmoins, il y a des outils qui fonctionnent quand même pas mal. Par exemple, l'ancien Excel Service qu'on trouvait dans SharePoint est maintenant placé dans un autre service qu'on appelle le Office Online Server, qui est l'Office Web App. Et donc on peut faire énormément de BI dans cet Excel Service, donc avec, disons, Excel client, et on publie dans SharePoint, et on peut créer des dashboards, donc des tableaux de bord, voilà, très, très puissants. Reporting Service est également un service SharePoint. Donc en fait, il y a deux versions de Reporting Service, la version pure SharePoint ou la version native Reporting Service. On a PowerView qui est également l'utilitaire qui permet de créer des rapports de façon assez sexy. Encore une fois, PowerView est dépendant de Silverlight, je ne vous conseille pas de l'exploiter. On a Power Pivot, on a, et ça c'est une nouveauté en SQL Server 2016, en SharePoint 2016, c'est qu'on va pouvoir, je veux dire on va pouvoir parce que c'est pas encore là, utiliser Power Query côté serveur. Donc on va avoir un ETL facile à utiliser qui va également fonctionner côté serveur. Si vous êtes intéressé par la Power BI, il y a toute une série de sessions sur le sujet dans la série des 24 séminaires, voilà. D'excellents présentateurs. Absolument, choisis avec le plus grand soin. Et concernant le Power Query server-side, en fait, ce qu'on attend, c'est un update SQL. Peut-être SQL Server 2016 Service Pack 1. Voilà. Voilà, c'est en discussion au sein de Microsoft, on attend ça depuis longtemps. Alors Performance Point est toujours là, donc on peut toujours créer des business scorecards, donc des rapports orientés KPI. Et tous ces outils BI qu'on trouve dans SharePoint sont en fait des outils BI qui sont créés par l'équipe SQL Server de Microsoft pour l'équipe SharePoint. Alors, voilà, l'installation est assez complexe de ces outils. Donc ça se fait à partir du setup d'installation de SQL Server. Il faut bien configurer Kerberos, donc le Kerberos Credential Delegation est très important dans cette BI, surtout en 2016. Et en gros, bon, c'est important, mais on va quand même détailler les étapes. Les étapes sont les suivantes. On installe SharePoint 2016 avec SQL Server, donc 2014 ou 2016. Ensuite, on installe le serveur Office Web, qui s'appelle maintenant Office Online Server. Ensuite, on installe Analysis Service en mode SharePoint, parce que les rapports, quand on va interagir avec ces rapports, vont avoir un cube qui sera créé automatiquement dans Analysis Service en mode SharePoint. On spécifie dans Office Online Server l'instance du serveur Analysis Service. Puis on doit installer les add-on Reporting Service en mode SharePoint, ce qu'on appelle le mode intégré. On déploie aussi les add-ons Power Pivot pour SharePoint. Ainsi, on peut avoir des cubes qui fonctionnent aussi côté serveur. Et très important, il y a une configuration Kerberos qui doit être, comment dirais-je, définie entre SharePoint, Office Online Server et SQL Server. Oui, donc, il faut faire ça de façon très très attentive, sinon ça ne marche pas. Avec autant de l'Excel Service n'est plus dans SharePoint, il est dans un autre serveur qui est Office Online Server. Donc il y a un double hop si vous voulez que vos identités passent d'un serveur à l'autre. Et en plus, si vous voulez avoir du data refresh, c'est encore plus important. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Donc configuration Kerberos très importante pour le double hop, donc l'identité qui passe jusqu'à votre serveur, Analysis Service par exemple. Et si vous voulez avoir du data refresh dans vos rapports. Donc il y a des SPN à définir au niveau Kerberos. Et donc le DBA SQL Server doit fournir toute l'information à l'administrateur SharePoint, donc toutes les instances SQL Server. Ne pas oublier Analysis Service. Et Reporting Service aussi. Et Reporting Service aussi. Tous les ports. Bon, généralement, on travaille avec des ports statiques, c'est quand même plus facile à exploiter au niveau Kerberos. Si jamais vous avez des instances nommées et que vous les avez laissées dynamiques, vous pourriez avoir ça prend du temps, il faut bien tester ça. Minutieux. Donc voilà, il ne faut pas sous-estimer le temps que ça prend. Je pense que tu as déjà dû dépatouiller. On a déjà eu pas mal de missions au niveau BI, SharePoint, effectivement, et Kerberos, c'est le point. Non. Alors au niveau backup,
et restore, parce que ce qui est important, c'est le restore, c'est pas le backup. Au sein des outils SharePoint, Isabelle, tu veux décrire ça? À ce propos, quand tu dis le restore est important, tu as entendu parler du backup de Schrödinger? Oui, j'ai entendu parler, effectivement. Effectivement. Donc c'est le backup, on ne sait pas encore s'il peut être restauré ou pas. C'est simplement pour souligner à quel point effectivement, si vous n'avez jamais testé de restore, vous ne pouvez pas considérer que vous avez de backup. Alors l'administrateur SharePoint peut effectuer un certain nombre de backups, donc il y a des commandes PowerShell comme backup SPFarm qui va faire des backups notamment de la configuration IIS, des IIS de SharePoint. On peut faire des backups de site collection, donc on a backup SPSite et l'équivalent restore SPSite. On peut faire des backups de sites, des backups de listes, hein, donc on a les commandes PowerShell. Mais en règle générale, on utilise des outils SQL Server. Et SQL Server ne peut prendre que la database, évidemment, database par database. Donc c'est plus flexible, on peut faire des backups de logs, hein, que vous connaissez bien en fait. Hein. Alors très important, c'est que la config DB, donc l'unique base de données qui gère votre ferme, qui est le catalogue de votre ferme, en principe, on ne peut pas la backuper et on ne peut pas la restaurer. Il y a une exception, c'est que si vous éteignez la ferme, SharePoint, si vous la mettez offline, là, on peut faire un backup et un restore. Pourquoi? Parce que dans chaque machine SharePoint, il y a un cache. Et si vous faites un backup de la config DB, le cache de cette config DB n'est pas nécessairement dans la database. Et donc, vous allez voir une incohérence, voilà, et une inconsistance. Et donc, bon, c'est un problème au niveau SharePoint, je sais, c'est un peu bizarre, mais il ne faut pas faire de backup ni de restore de la config DB. D'ailleurs, le problème est exactement pareil si vous dites je vais prendre un snapshot de la VM. C'est tout à fait la même chose. Alors, vous avez aussi des outils tiers. La seule chose qu'on peut dire à leur propos, c'est de faire attention à tout ce qui est snapshot, VSS, etc., parce que ça pourrait induire des soucis. Voilà, une chose aussi, c'est qu'on ne peut pas prendre de backup de VM de SharePoint. On ne prend pas de backup, de snapshot de VM de SharePoint pour la même raison. Voilà. Exactement. Donc, pas seulement SQL, hein, mais toutes les VM. Alors, on va maintenant parler de la haute disponibilité de la reprise sur incident, puisqu'on a parlé des SLA tout à l'heure, c'est absolument important. On passe beaucoup de temps là-dedans. Hein. Oui, oui, oui. Donc, ce sont des choses qu'on utilise en production depuis maintenant, je pense, 2 ans, 3 ans. Oui, au niveau Loeson, oui. En tout cas, au niveau des groupes de disponibilité. Donc, il faut savoir que SharePoint, dans les technologies SQL, va supporter du mirroring, il va supporter le log shipping, le clustering et les groupes de disponibilité. Donc, en gros, il supporte à peu près tout ce qu'on a à offrir. Par contre, Analysis Service, en SharePoint Mode, ne va pas supporter de clustering. Alors, on peut avoir plusieurs analyses services. Voilà. Petit rappel de terminologie, donc le SLA, c'est le Service Level Agreement, c'est un contrat dans lequel on va s'engager à avoir de la haute disponibilité, à avoir du disaster recovery, à avoir une perte de données de, par exemple, moins d'1 heure et d'avoir un temps offline de moins d'1 jour, 1 heure, etc. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner au niveau des groupes de disponibilité? Donc, si vous installez une ferme SharePoint sur un site, Toronto, imaginons, vous pouvez tout à fait utiliser des groupes de disponibilité pour garantir que si le premier serveur SQL tombe, le deuxième prenne la main de façon automatique. Est-ce que ça va marcher pour toutes les bases de données, Serge? Quasiment toutes. Donc voilà la liste des bases de données SharePoint qui supportent ce qu'on appelle le sync commit, hein, puisque les données sont committées de façon synchrone, donc atomique entre les différentes instances. Donc elles les supportent tous, y compris en SharePoint 2013 d'ailleurs, sauf Power Pivot qui n'est pas testé, mais ça n'a pas d'intérêt ici, Power Pivot. La database de logging, qui est une database dans laquelle toutes les informations sont loguées dans SharePoint, donc toutes les actions, donc ce sont vraiment les logs SharePoint. Elle est très grosse, il y a beaucoup d'activités là-dessus. Techniquement, on pourrait le faire, mais on recommande de ne pas le faire parce que sinon, ça génère un trafic réseau insupportable. Donc, non, ne le faites pas. C'est pas recommandé, not recommended. Hein. Mais sinon, oui. Donc, en HA, haute disponibilité, hein, high availability, on peut toutes les mettre. Ok, donc la haute disponibilité, elle va nous aider, par exemple, je dois mettre un service pack sur SQL ou ce genre de choses. Voilà. Maintenant, imaginons un drame majeur, Serge. Voilà, alors ça, c'est effectivement la reprise sur incident. Donc le scénario, c'est évidemment, vous avez un site qui est à Toronto et l'autre qui est, je ne sais plus, à Montréal.
votre site à Toronto explose, donc votre ferme SharePoint à Toronto qui fonctionnait bien n'est plus disponible, et donc on va pouvoir basculer sur Montréal. Donc on peut le faire également en SharePoint, hein, donc on peut basculer de Toronto à Montréal. Évidemment, la synchronisation des données à Toronto, au moment où la ferme fonctionnait, vers Montréal doit être faite, et étant donné que la ligne n'est pas nécessairement rapide, eh bien on va avoir une synchronisation asynchrone, hein, avec une possibilité de perte minimale, hein, de données. Donc ça fonctionne très bien. L'EDR marche très très bien en SharePoint, on a pu le tester dans pas mal de projets. On a des vidéos. Hein. Si vous êtes intéressé par le détail de ceci, on a des démonstrations parce que c'est une autre session qu'on donne. Et voilà, il y a des vidéos qui existent sur le sujet. Tout à fait. Ça marche bien. Attention, donc les databases suivantes sont supportées. Je crois qu'elles sont quasiment toutes supportées. Sauf ici, vous voyez, il y a des databases qui ne sont pas supportées comme les config.db. Mais ce n'est pas supporté parce qu'en fait, on a deux fermes. On a une ferme à Toronto et on a une ferme à Montréal. Et donc, c'est deux fermes différentes. Donc, il y a une config.db à Toronto, une config.db à Montréal. Donc, on ne va pas synchroniser la config de Toronto vers celle de Montréal. Hein, elle a sa propre vie. Vous voyez ? En gros, si j'ai bien compris, on copie les contenus et les services. Exactement. Donc, par exemple, l'administration ici, centrale, on ne va pas la synchroniser de Toronto à Montréal parce que c'est spécifique à la ferme, en fait. Donc, en gros, tout fonctionne. Il y a une petite exception, c'est le user profile. Ça marche, sauf si on utilise le user profile sync. Donc ça, c'est pour les SharePointers. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a une petite exception. Mais en gros, ça marche très très bien. Si vous faites du Nintex, ça marche très très bien en HA, en DR. On le fait pour l'instant chez les clients. C'est très, très, très facile. Juste une petite chose, c'est que ceci, c'est ce qu'on retrouve assez régulièrement. Quel est le nombre de groupes de disponibilité ? Eh bien, dans mes installations SharePoint, ce que je fais, c'est ceci. Si vous faites uniquement de la HA, donc de la haute disponibilité, typiquement, vous avez un groupe de disponibilité dans lequel on met toutes les databases dans le même groupe. On pourrait en avoir plusieurs, hein, mais jusqu'à présent, je n'ai pas besoin d'en avoir plusieurs, en fait. Hein. Par contre, si vous faites de la HA et de la DR, donc vous avez donc deux fermes, vous aurez à avoir deux groupes de disponibilité. Donc, le groupe 1, vous allez avoir tout ce qui est spécifique à la ferme, c'est-à-dire config.db, central administration DB, la state.db aussi, spécifique à la ferme. Donc, ce n'est que de la HA. Éventuellement, on ne peut mettre que les content.db, les services DB, qui ne vont pas être dupliqués dans l'autre site. Donc, ça arrive. Hein, si on n'a pas de place de l'autre côté, il y a des DB qui restent dans le premier site. Et dans le deuxième groupe, on va mettre tout ce qui est content.db et services DB, qui doivent à la fois subir de la HA, hein, à Toronto, et être dupliqué à Montréal, donc du DR. Voilà, deux groupes, c'est ce qu'il faut retenir en fait. Alors, pour conclure, vous l'aurez compris, il faut absolument qu'il y ait un dialogue et une collaboration entre les équipes SharePoint et les équipes DBA. Retenez que vous avez trois types de databases dont vous allez avoir la charge, la config, les content.db et les DB de service. Bien comprendre les limites des scénarios de haute disponibilité de disaster recovery et surtout faites du capacity planning. Oui, je voudrais dire ceci aussi concernant le HA et le DR. J'ai remarqué, et les DBA ont remarqué aussi, que parfois, lors de backup, il y a des basculements d'un nœud SQL vers l'autre. Et donc, on peut, au niveau du cluster, modifier quelques propriétés du cluster pour que ça ne se passe pas. En fait. Hein, donc, allez dans la documentation, vous allez voir ça tout de suite. Et éventuellement, sur mon blog, on peut retrouver ces informations-là. Mais c'est important. Donc, regardez bien ce qui se passe au niveau du SQL. Oui. C'est le SharePointer qui vous dit ça. Absolument. Alors, nous allons voir maintenant si nous avons quelques questions. Alors, je vois qu'il y a une question qui a été posée qui demande comment mettons la ferme offline. On peut arrêter un certain nombre de services, comme le timer service, par exemple, de SharePoint, donc on peut arrêter les services, ou bien carrément, on peut fermer les VM. Ah oui. On éteint les VM. Les VM SharePoint, pas les VM SQL, hein, parce que sinon, vous ne pouvez plus faire de backup, en fait. Hein. Donc, vous pouvez fermer les VM, et à ce moment-là, vous êtes sûr qu'il n'y a plus aucune activité dans la VM SharePoint. Hein, moi c'est ce que je fais. Est-ce qu'on peut imaginer faire ça de façon scriptée Oui, on peut faire ça de façon automatisée. Donc, oui. Si on décide de prendre les backups de cette façon... Encore une fois,
on déconseille quand même de prendre des snapshots des VM. Hein, donc, c'est pas quelque chose qui doit se faire régulièrement, en fait. Non, si on arrête IIS, est-ce que la ferme s'arrête? Oui et non. Il y a encore des activités non IIS qui peuvent fonctionner au niveau de votre ferme. Ça, ce ne sera pas suffisant. Voilà. Alors, je vois qu'on demande si la session est enregistrée. Donc, les 24 sessions sont enregistrées. Elles seront mises plus tard à disposition en streaming, je pense, par le pass. Et donc, oui, absolument. Si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre l'entièreté, ou s'il y a d'autres sessions que vous souhaitez voir et pour lesquelles le planning n'est pas idéal, ben, vous aurez la possibilité de les voir ensuite en mode offline. Voilà. Et je pense d'ailleurs que on va voir énormément de personnes qui vont visualiser cette session en fait. Hein. Généralement plus d'attendees offline que online. Absolument. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. N'hésitez pas. En tout cas, j'espère que ça vous aura appris un certain nombre de choses et que ça vous aura mentionné des points d'attention. Voilà. Un grand merci. Encore une question. Rajouter des apps, comment peut-on être sûr que les DB seront dans le groupe? C'est une excellente question, effectivement. En tant que DBA, donc moi je vois parfois apparaître des databases et c'est la raison pour laquelle le dialogue est important. Il est évident que si une nouvelle DB est créée, elle n'est pas automatiquement ajoutée dans le groupe de disponibilité. Alors comment est-ce que moi je procède? Après, c'est un peu à chacun de faire sa cuisine. C'est que j'ai un script PowerShell qui déjà va me détecter des bases de données qui seraient ajoutées, qui ne seraient pas dans les groupes de disponibilité, et j'en ai un autre qui me permet de les rajouter. Voilà. Donc, mais c'est un travail, effectivement, on va dire semi-manuel. Hein. C'est à prendre en charge par le DBA. Et il faut que les gens qui travaillent dans le SharePoint soient conscients, parce que moi, j'ai eu le cas de SharePointers qui venaient installer des nouveaux services et qui ne savaient pas que derrière, il y avait des groupes de disponibilité. Donc, évidemment, là, on avait un petit souci. Voilà, il y a plein d'autres sujets aussi, hein, comme par exemple, comment est-ce qu'on fait le patching de database SharePoint quand on est dans des groupes de disponibilité. Donc, il y a différentes techniques. Soit on les enlève des groupes de disponibilité, on patch les SharePoint et puis on les remet, soit on arrête le data mouvement. Hein. Mais dans tous les cas, je vous conseille vraiment de tester chaque patching dans la ferme de test, puis celle du AT, et voir comment ça fonctionne. Donc c'est du cas par cas. Oui. Mais il faut tenir compte du fait qu'il y a un patching effectivement de SharePoint. Hein. Il y a un cumulative update tous les mois. Et donc qui peut avoir un impact sur le schéma de la database. Est-ce que c'est pas moins douloureux en 2016, le patching? Le patching SharePoint est moins douloureux en 2016 dans le sens où effectivement on peut ne pas avoir de perte de service, mais néanmoins la problématique Always On reste toujours la même en fait, hein. Il n'y a pas de miracle. Les lois de la physique s'appliquent toujours, même avec le Always On. Voilà. En tout cas, bon, j'espère qu'on vous aura démontré qu'un SharePointer et un DBA peuvent parfaitement s'entendre, n'est-ce pas? Tant qu'il écoute ce que je lui dis, tout ira bien. Bien essayé. Bien essayé. Voilà. On vous remercie tous pour votre présence et votre attention et on vous souhaite une excellente journée puis d'autres excellentes sessions si vous êtes inscrits sur d'autres de celles-ci. Merci beaucoup.